Bonjour, je suis Christophe Villalonga, je suis consultant dans le domaine du management de la qualité et j'interviens aujourd'hui sur le thème « Comment devenir un maestro de la communication dans le domaine de la qualité ». Alors le sujet est pas simple, il est très complexe et je vais essayer de le rendre attractif en présentant plein d'outils, plein de méthodes, plein de nouvelles pratiques, car pour devenir un maestro, il va falloir peut-être changer un certain nombre de comportements, d'attitudes et parler autrement de la qualité dans les organisations. Voilà, j'espère que cette présentation répondra à vos attentes. Donc pour la deuxième partie de notre séminaire aujourd'hui, je voudrais présenter Monsieur Christophe Villalonga. Donc Christophe est auditeur, donc a fait l'Institut de certification des auditeurs. Il a un DESS en qualitologie, gestion de la qualité de l'Université Claude Bernard à Louvain. Et il a également fait l'école supérieure des dirigeants d'entreprise. Donc il est actuellement directeur associé de la société Calinov et il intervient comme consultant opérationnel depuis 1994 et dans la mise en place et l'optimisation de démarches qualité à valeur ajoutée. Donc il est conférencier, il est également auteur, de nombreux ouvrages dans le domaine de la qualité. Et puis depuis 2006, donc M. Villalonga anime une communauté de directeurs qualité pour fédérer des échanges de pratiques et faire de la prospective sur l'évolution de la fonction. Donc, il anime également un réseau de consultants en système de management pour déployer au niveau national et international des valeurs et des méthodes au service de la compétitivité des organisations. Donc, il va nous présenter aujourd'hui, il va nous montrer comment devenir un maestro de la communication. Le micro est à vous. Merci Maya. Très bien, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous pour cette quatrième année. Je remercie Zohair de cette invitation. Et puis je vais mettre en pratique tout de suite un peu des outils PNL, parce que quand Zohair m'a demandé de venir, je me suis dit, dans mon esprit, je vais raconter encore la même chose, c'est la même personne qui va venir. Donc je vais utiliser de la distorsion et je vais me projeter en disant, je vais essayer de faire quelque chose aujourd'hui qui va vous intéresser. Alors le petit voyage que je vous invite à faire aujourd'hui pour devenir un maestro de la communication, c'est un petit voyage, vous allez voir, on peut aller assez loin. Parce que je vais vous parler d'outils, de méthodes et de choses qui se font aujourd'hui ou qui sont plutôt naissantes dans des startups. Moi aujourd'hui j'utilise vraiment le modèle des startups comme l'avenir parce que ce sont des organisations qui nous projettent de demain et j'ai la chance de pouvoir travailler aujourd'hui dans ce type d'organisation. Donc pour travailler dans ce type d'organisation, j'ai dû m'adapter à leur modèle et je ne leur ai pas demandé à eux de s'adapter à mon modèle. J'ai dû m'adapter à leur communication et pas à eux de s'adapter à moi. Voilà, donc ce petit voyage qu'on va faire ensemble, vous allez voir, il est un peu technologique, il est un peu terrain, mais devenir un maestro de la communication demande vraiment une adaptation. Alors, je ne suis pas synchro, ouais, c'est bon, ok. Donc les secrets d'une communication réussie, je voulais commencer vraiment par quelque chose de très simple et de prendre simplement une image pour exprimer, voilà, cela, c'est l'image du caméléon. Pourquoi? Parce que pour moi, celui qui sera vraiment le maestro de la communication, c'est vraiment celui qui sait s'adapter à son environnement. Je crois aussi que je reprends un élément sans le savoir qui a été évoqué précédemment. On ne parle pas, et surtout un manager qualité doit vraiment s'adapter à son environnement en permanence. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une mission transversale et ce manager qualité, il a vraiment une chance inouïe, c'est d'être en contact avec tous les membres de l'organisation. Il doit parler à qui? Il doit parler à des managers, ça a été évoqué, il doit parler à des pilotes de processus. Donc là, déjà, il a en face de lui un public. Il doit également parler à des opérationnels. On ne parle pas de la même façon à des gens de terrain qui n'ont pas les mêmes préoccupations qu'à des managers. Si vous utilisez le même langage, c'est perdu d'avance. Si vous ne savez pas utiliser un dialogue qui soit très concret, très opérationnel, en lien avec les attentes des gens du terrain, vous perdez votre temps. Et puis, surtout, vous faites perdre le temps aux personnes qui vous écoutent. Ce même manager qualité, il doit aussi parler à des experts, à de la réglementation, à de la certification. Quand vous êtes audité, on en parlera un peu plus loin, vous avez en face de vous un auditeur qui va venir vous poser des questions dans son code de référence, en sachant que c'est très souvent une norme ou un référentiel. Il va falloir vous parler technique avec cette personne pour dire « j'ai bien compris ça ». Donc là aussi, il va falloir faire l'opération caméléon. Vous êtes peut-être aussi en contact avec des clients ou des fournisseurs qui, eux, ont d'autres attentes et d'autres engagements. Et puis, je dirais que vous êtes aussi en contact avec la direction. On ne parle pas à la direction
de qualité de la même façon qu'il y a des opérationnels. À la direction, si vous ne parlez pas ROI, retour sur investissement, vous avez peu de chances que cette personne vous écoute aussi. Il faut comprendre son cadre de référence. Ouais. Donc, aujourd'hui, ce qui me paraît important, et c'est pour ça l'image du caméléon, c'est qu'il n'y a pas une communication, mais il y a des formes de communication, et c'est surtout à chacun, lorsqu'on communique, qu'on doit adapter cette communication. Un deuxième grand principe qui me paraissait important, c'est que pour communiquer, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de communiquer de manière simple. D'accord? Il faut parler de manière simple et s'adapter. Et aussi un grand principe que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc pour bien communiquer, et ça je pense qu'on le vit chacun dans son quotidien, à partir qu'on parle de choses que l'on connaît, qui sont simples à expliquer, et bien les mots viennent aisément. Si à partir du moment où j'ai du mal à exprimer, à expliquer des choses, c'est que forcément il y a peut-être aussi un moment un problème de clarification. Alors, quelques chiffres aussi qui sont connus, hein, donc moi j'ai connu, c'est sur la mémorisation, et d'une manière générale, il y a des études qui ont été menées qui montrent que nous retenons 10% de ce que nous lisons. C'est des statistiques hein, qui ont été menées. 20% de ce que nous entendons, c'est ce qui se passe aujourd'hui. 30% de ce que nous voyons. 50% de ce que nous voyons et entendons, 75% de ce que nous disons, donc dès que je suis mis en termes d'acteurs ou écrivons, et 90% de ce que nous faisons. Voilà. Donc ces quelques chiffres montrent aussi qu'en termes de communication et d'échange, il est important de bien adapter ces supports. Voilà. Si on prend bêtement, vous savez, à une époque, on disait il suffit d'écrire des procédures pour que les gens se souviennent ce qu'ils font, et bien voilà, on est au 10%, on n'est qu'au début. Donc là aussi, ça peut être intéressant de mettre à propos ces chiffres au regard de vos pratiques. Alors, un point qui change, vous parlez des startups, un point qui change, c'est tout ce qui est l'approche des réunions. On travaille souvent dans un cadre qui est régi par de nombreuses réunions. Certaines sont à valeur ajoutée, d'autres le sont un petit peu moins bien, mais il y a un point qui est important, c'est la notion de rituel. C'est-à-dire que souvent les réunions, elles existent, elles sont là, elles sont programmées, et on les fait comme de bons élèves de manière périodique, sans forcément se poser la question de la valeur ajoutée de toutes ces réunions. Okay. Alors j'ai trouvé des statistiques où en moyenne, hein, un code passe 6 semaines par an en réunion. D'accord? Donc ça commence à faire, et 57% de ces réunions, autant de ces réunions sont improductives. Donc, par rapport à ça, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un nouveau regard sur ces réunions, et notamment, ce qui se passe beaucoup, c'est ce qu'on appelle le lean meeting, c'est de passer sur des réunions qui sont simplifiées. Alors là, on a vu plein de petits outils, mais dans les startups, moi, par exemple, quand je mets en place des démarches de certification, j'ai des durées standards, par exemple, pour former les pilotes de processus, je dis c'est généralement une demi-journée. Maintenant, les startups, ils m'ont dit non, ils m'ont dit vous avez 2 heures. Alors la première réaction, c'est de se dire c'est pas possible, puisque ça fait des années que je le fais sur une demi-journée. Et bien la notion en temps, je vous assure que quand vous avez des contraintes comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de le faire en réduisant le temps. Parce qu'il y a beaucoup de gras sur des choses que l'on fait, et je pense que les nouvelles générations nous obligent à aller à l'essentiel. Pour moi, un point clé, c'est d'aller à l'essentiel. Et peut-être, dans nos générations, en tous les cas dans ma génération, on a beaucoup de gras. Les nouvelles générations, que moi j'observe, vont directement à l'essentiel, et on a beaucoup de standards qui disent si on ne passe pas 4 heures dans une réunion, ben c'est pas une bonne réunion. Mais pourquoi la règle, ce serait pas de se dire il faut passer une demi-heure en réunion? Alors vous allez dire ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Bien sûr que si, c'est possible. Il faut simplement s'enlever ces vérités que l'on a. On a plein de vérités. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc si on passe de 4 heures à une demi-heure, c'est pas possible. Mais si on passe de 4 heures assis confortablement à une demi-heure, debout, autour d'une table et autour d'un tableau, ça change tout. C'est-à-dire que l'environnement doit être changé. Il faut repenser des modèles pour être plus efficace. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à se plaindre qu'on n'a pas de temps si on ne change pas. Tous les gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas de temps et qui ne changent pas leur mode d'organisation sont des gens qui sont en souffrance. Pourquoi il y a autant de burn-out? C'est parce qu'aujourd'hui j'ai de plus en plus de travail qui m'arrive avec un temps qui est toujours en plus limité. Si je ne change pas,
je suis en souffrance. Et si je suis en souffrance, je suis en danger. Donc les réunions n'est qu'un petit exemple, mais je peux vous assurer qu'il y a plein de choses à faire autour de ça. Alors, quelques petits conseils pratiques, c'est s'interroger sur la valeur ajoutée de la réunion. Par exemple, une réunion célèbre que vous connaissez tous, c'est la revue de direction. Quand je vois, allez, la moyenne c'est 70, 80 diapos en 3 heures, la valeur ajoutée de ça, faites le ratio du nombre de diapos qui tournent dans une revue de direction, il en ressort quoi? Pas grand-chose. Si ce n'est un beau compte-rendu qu'on présente lors des audits de certif. Augmenter si nécessaire la fréquence. Ma génération, ou moi, on avait tendance à augmenter. C'est le mois, la période, le trimestre, l'année. Aujourd'hui, les nouvelles générations, les startups, l'information est tellement abondante que leur nouveau repère, c'est la journée. Ils font des réunions tous les jours. Parce que ça va trop vite, on ne peut plus stocker comme avant. Dans les démarches Lean, pour ceux qui connaissent les démarches Lean, on n'aime pas le stock. Ben, stocker de l'information, c'est déjà un problème. Donc les startups, ils se voient tous les matins devant les tableaux avec des outils qui ont été donnés aussi par Maya, en se disant on se prend 15 minutes. On se prend 15 minutes, mais on y va. Ça ne traite pas, c'est fluide, on ne stocke plus l'information. Donc il est important aussi d'augmenter la fréquence de ces réunions. Il faut éviter le tout PowerPoint. Vous direz que là je ne suis pas un exemple là, sur la matière, mais il faut éviter ces présentations qui sont longues. Tout a été dit, le PowerPoint. Il y a eu il y a des ouvrages qui commencent à sortir autour de ça. Il faut des choses qui fonctionnent plus sur des notions cognitives. Il faut convier les bonnes personnes, hein, il n'y a pas de figuration. Il faut cadencer, orchestrer, minuter. Je pense qu'il faut vraiment se dire une réunion, elle doit vraiment être orchestrée. Mais c'est pas simplement avoir un ordre du jour, c'est vraiment avoir des sujets essentiels à traiter. Et une obsession, il faut produire de la valeur et toujours plus de valeur. Alors, ceci dit, pour faire des nouvelles réunions, il faut peut-être aménager de nouveaux lieux. Il faut casser les codes. C'est pas forcément la table en U qui est le bon système, parce que quand on est assis confortablement autour d'une table, on n'est peut-être pas productif. Et je vous invite à faire des réunions debout. J'ai des clients qui font des revues de direction debout, avec des paperboards. Et c'est vivant, et c'est dynamique, parce qu'on ne réagit pas de la même façon debout qu'assis. Donc il faut casser tous ces codes. Et je l'en avais parlé l'année dernière, il faut avoir du courage pour casser tous ces codes. Mais il y a plein de choses que l'on fait, ce ne sont pas forcément des modèles exemplaires. C'était comme ça avant, où le rythme du changement était différent. Aujourd'hui, le rythme du changement change, et il faut peut-être changer aussi certaines pratiques. Alors là, je vous ai mis aussi des choses qui sont intéressantes, c'est sur l'environnement. Quand vous parlez de la créativité, si moi je dois faire de la créativité, j'arrive en costume cravate, serré, dans une table qui est très stricte, je ne peux pas être créatif. Il faut que je me libère. Et en France et en Europe et dans beaucoup de pays, aux États-Unis, on fait des salles de créativité et ça ressemble à son salon chez soi, on s'assoit sur des poufs, mais là, je suis créatif, on me demande d'être créatif. Donc l'environnement impacte aussi sur la communication. Et si les modèles anciens, l'ancienne génération, on va croire que ce type d'organisation, c'est de penser que l'on est en détente. Mais c'est une erreur fondamentale. C'est pas parce qu'on est dans des endroits agréables en jean que l'on ne travaille pas. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on change. Et en tous les cas, je pense que les nouvelles générations nous invitent à changer. Ok, merci. Merci, Zara. Voilà un peu sur le thème de la réunion. Ensuite, moi j'ai fait un petit focus sur la valorisation de production en tant que responsable qualité que vous connaissez. Alors je suis parti un peu des basiques sur les procédures, mais ça existe encore mon graphique de gauche. Vous savez que les logigrammes, c'est pareil, quand je disais il faut faire simple, moi le logigramme c'est un bon outil qui peut être adapté dans certaines circonstances, mais pourquoi complexifier ça? Quand vous avez des logigrammes où il y a des flèches, des conditions qui partent dans tous les sens, de quelque chose de simple, on complexifie. Quand vous faites des pages et des pages d'écriture, aussi, il faut toujours se mettre à la place du lecteur sur sa façon de faire. Donc, il va falloir aussi penser de valoriser un peu le contenu avec ces anciennes méthodes qui sont connues et classiques sous forme de papier, mais aujourd'hui aussi pour aller plus vite, et mes nouveaux clients dans les startups m'obligent à faire ça.
c'est aussi de générer du commentaire, de coproduire. Vous savez, le temps où j'ai mon petit fichier de Word dans le coin, que j'écris, que j'envoie par mail et que la personne me corrige, etc., et que ça circule. Avant, c'était, moi je l'ai connu sur des paraphores, hein. On envoyait les documents sur les paraphores, on mettait en rouge s'il n'y avait pas, on redonnait à l'émetteur qui faisait. La deuxième époque, c'est qu'on envoie par mail. La troisième époque, c'est celle-ci, c'est celle où on coécrit ensemble. Et le document, il est en ligne, et on met des commentaires directement sur le document. Et ça va beaucoup plus vite, puisqu'il n'y a pas un circuit, on est sur l'instantané. Et ça, Google, avec sa suite, l'a compris. Ce qui arrive avec Microsoft, qui lance toute une suite aujourd'hui, c'est ça. C'est de travailler en ligne pour avoir de l'instantanéité. Pardon. Oui. Présenter autrement aussi. Donc là, j'en ai parlé un petit peu sur PowerPoint, mais on va arriver sur d'autres outils, par exemple sur la carte mentale, hein, qui sont des approches aussi cognitives, sur le fonctionnement du cerveau. Tac, on fait du mind mapping, hein, sur le terme anglo-saxon. Il va falloir aussi faire des vidéos. On prendra, je vous présenterai un petit exemple après sur une vidéo. Mais demain, vous savez, les procédures, on peut très bien les mettre par papier, mais c'est une forme. Mais vous savez, les modes opératoires, essayer de faire passer des pratiques professionnelles sur papier, pas facile. D'accord ? Bon, je vais vous donner un exemple. Hein. Si, vous savez, en France, Decathlon a inventé les tentes 2 secondes. C'est-à-dire que c'est des tentes, là, que vous les lancez, hop, elles se déplient automatiquement. Ça, c'est pour la promesse client, elle est vraie, parce que vous mettez vraiment 2 secondes pour la déplier. Par contre, pour la replier, c'est une autre affaire. D'accord? Parce qu'il y a tout un principe, il faut tordre etc. Bon, ils ont prévu Decathlon, puisqu'ils sont dans la qualité, ils ont fait un beau mode opératoire. Ben, personnellement, je n'ai jamais réussi à plier une tente Kesha avec le mode opératoire. Par contre, je vais sur YouTube, je prends la vidéo qui explique comment faire, ben là, je peux vous assurer que je vous la fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écrit a des limites, il faut aussi utiliser une nouvelle technologie. Alors c'est pas tout, mais le manuel qualité qui veut présenter votre organisation, demain, ça peut être une vidéo. Pourquoi pas le rendre dynamique? Pourquoi pas le rendre attractif? Aujourd'hui, la société civile, pendant des années, la société civile était en retard, je pense, au niveau technologique sur la société professionnelle. C'est-à-dire que si vous vouliez avoir un bon ordinateur qui fonctionne, il fallait être dans l'entreprise. Vous rentrez chez vous, vous n'aviez pas de matériel. Depuis quelques années, c'est l'inverse. La société civile est en avance sur la société professionnelle. Il y a des gens qui viennent en entreprise avec leur propre ordinateur parce que ça rame trop le matériel qu'on leur donne dans l'entreprise. La société civile, elle utilise quoi? Facebook. C'est en train de diminuer parce que Snapchat arrive, discussion instantanée. Elle utilise Twitter. Tous ces modèles. Et en entreprise, on utilise quoi? Le mail. Les nouvelles générations, elles ne sont pas habituées à parler comme ça, à communiquer comme ça. Tout ça, ça va changer. C'est la société civile, puisque les nouvelles générations, elles sont là, elles sont présentes dans les entreprises, c'est bientôt 50%. Donc, si je reprends mon caméléon, c'est à chacun de s'adapter, de regarder son environnement, et moi je suis convaincu, je peux me tromper, mais c'est que la société civile va imposer ses modèles. Quand Microsoft rachète une petite start-up qui s'appelle Yammer, cette boîte, elle fait quoi? Elle fait du réseau social d'entreprise. Le réseau social d'entreprise, c'est quoi? C'est du Facebook en interne. Quand elle achète cette boîte plusieurs milliards de dollars, c'est pas pour se faire plaisir. C'est parce qu'elle sait qu'il y a un marché, que demain les entreprises, elles vont communiquer comme sur Facebook, mais en interne. Vous aurez, vous, manager qualité, un groupe dans votre entreprise qui s'appellera Qualité, Manager Qualité, et les gens mettront leurs messages, mettront des photos, mettront des vidéos de ce qu'ils voient, et ça va fluidifier tout ça, ça va arriver, c'est demain. Mais il ne faut pas le prendre comme une crainte, si je rejoins la PNL dans mon cerveau. Moi, je ne le prends pas comme une crainte, je le prends comme une opportunité. Il ne faut pas dire que c'était mieux avant, c'est pas vrai. Toutes les générations ont toujours dit c'était mieux avant. Faisons confiance à ce qui arrive. Utilisons toutes ces nouvelles technologies pour progresser. Vouloir lutter, c'est perdre du temps. Aller de l'avant, c'est gagner du temps. Autre forme de communication, bon, c'est de faire des petites infographies
de faire des outils qui vous permettent de faire des informations. Une infographie, c'est une image avec des chiffres clés, on retient l'essentiel, on va à l'essentiel. C'est d'utiliser d'autres formes de présentation. Alors, passer au digital, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais un point qui me tient à cœur, notamment, c'est par exemple la gestion des plans d'action. Aujourd'hui, les systèmes de management de la qualité sont gérés très souvent par Word, Excel, PowerPoint. Ça ne peut plus marcher. Ce sont des outils bureautiques. Comment voulez-vous gérer des plans d'action, des actions avec Excel? Si vous êtes sur Excel et quelqu'un veut aller sur Excel, c'est « Oh, il y a quelqu'un qui est déjà en ligne, il faut qu'il ferme ». Il n'y a pas de notification, c'est pas vivant, c'est des colonnes, ça n'a rien à voir, ça paraît, c'est le papier du siècle dernier, Excel, aujourd'hui, pour moi. Comment gérer des plans d'action? Alors vous allez me dire, il y a des requêtes, il y a des filtres, il y a des... Ouais, ok. Mais il y a plein aujourd'hui d'outils qui fonctionnent comme ça. Moi, j'utilise par exemple Trello, qui est un outil où moi j'ai toutes mes actions sur mon téléphone. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, je le sais, j'ai des fils de discussion. C'est ça l'avenir. C'est d'aller vite, c'est d'être fonctionnel. Si les gens ne vont pas sur Excel, je vais dire, et ça je l'entends, ah, ils ne vont pas sur Excel, ils ne font jamais ce qu'on leur demande, etc. Bon, là je poserai la question du pourquoi, mais posez-vous vraiment la question, pourquoi les gens ne font pas? Est-ce que votre outil est fonctionnel? Pour faire une action, quand il faut mettre 15 colonnes, remplir 15 colonnes, est-ce que c'est fonctionnel? Les nouveaux outils, ils vont à l'essentiel. Alors bien sûr, vous allez me dire, on a nos audits. Ok, mais vous connaissez, quoi, pour ceux qui étaient déjà là, mais on peut très bien faire de la qualité qui soit conforme à une norme sans faire de la qualité qui pense que toute l'année, une personne qui va venir 2 ou 3 jours dans votre organisation, il faut sortir de ce schéma. Parce que les préoccupations des boîtes, elles ne sont pas là. Il faut aller vite. Ceux qui vont vivre, ce sont ceux qui vont aller de plus en plus vite. Et vous serez forcément dans ce rythme-là, que vous le vouliez ou non. Et si vous ne voulez pas être en souffrance, il faudra anticiper et être dans ces changements-là. Alors, il y avait d'autres outils, je vous ai parlé de Yammer, il y a Slack aussi, qui est un outil pareil pour communiquer aujourd'hui avec des émoticônes. Voilà, ça c'est un terme nouveau, émoticône. Vous savez, moi, la génération, on a la belle photo, là, un petit peu. Ben, les nouvelles générations, c'est un émoticône, c'est-à-dire que c'est une représentation symbolique de la personne. Alors, on pourrait dire que c'est pas professionnel, c'est divertissant, mais c'est ce qui se passe dans la société civile. Et ben, les startups, aujourd'hui, ils mettent pas leurs photos, ils mettent des émoticônes. C'est un personnage. Mais de toute façon, ces nouvelles générations, si vous voulez attirer des talents, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment performants dans vos organisations, il va falloir que les boîtes s'organisent et s'adaptent pour attirer ces talents. Parce que les talents iront dans des environnements qui vont les séduire. Alors je dirais, non, ça peut revenir un peu avant de présenter la vidéo, la conclusion, si tu peux revenir, maintenant je vais l'avoir sous les yeux, c'est qu'aujourd'hui, voilà, la communication requiert 25% du temps du dirigeant, ou devrait, je dirais que pour, pas conclure, parce que je vais vous présenter après une petite vidéo, mais je dirais qu'aujourd'hui, vous, en tant que manager qualité, cette communication, ce temps consacré à la communication est un temps productif. D'accord? Il est important de communiquer, il est important de retourner sur le terrain, il est important d'aller voir les gars. Le Jamba, hein, on avait eu une manifestation avec monsieur un japonais qui nous parlait du Jamba, aller sur le terrain. On ne comprend pas les problèmes des gens dans son bureau, si on ne va pas sur les machines, sur les postes de travail, si on ne va pas à côté des gens. Il ne faut pas essayer de se mettre à la place d'eux, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut vivre. Et pour vivre, il faut aller là où se passent les problèmes. C'est la base. Communiquer. Si vous arrivez à créer du relationnel avec les opérateurs, ils vont vous dire plein de choses. Mais s'ils vous perçoivent comme le cadre ou la personne des bureaux, ils ne vous diront rien. Ils n'auront rien envie de vous dire. Le jour où les gens viennent vous voir en vous disant « Tiens, on a tel ou tel problème », c'est que vous avez gagné. C'est que vous, en tant que personne, vous attirez confiance et les gens ont envie de vous parler. C'est ça l'objectif. Si vous voulez être le manager qualité de demain, c'est quelqu'un qui doit attirer, pas simplement convaincre. Parce que pour moi, si je fais l'analogie, convaincre, c'est le bon commercial qui sait vendre, il vous a convaincu. Moi, je vous invite à séduire. Je vous invite à séduire, c'est-à-dire que les gens viennent vers vous parce que ce que vous faites a du sens. Ce que vous faites les aide. Ce que vous faites leur apporte de la valeur ajoutée. Et vous, en tant que personne,
ils ont envie de vous voir. Et ça, que ce soit, si je termine, au niveau de la direction, au niveau de tous les gens qui sont en contact avec vous, et au niveau des champs de terrain. Soyez cette personne caméléon, soyez cette personne qui soit en mesure de communiquer facilement avec tout le monde. Alors, pour terminer, c'est improvisé, mais avec The AR, chaque année, il fait une petite improvisation, donc on va s'habituer. C'était simplement vous montrer comment on peut communiquer avec une petite... Ça dure 3 minutes, sur le thème. Moi, responsable qualité, alors j'ai choisi celle-ci, hein, on en a une quinzaine, je vis sereinement mes audits de certification. Parce que je sais que ça peut être un message aussi qui peut être passé. Donc, voilà, je vous invite à regarder ça, c'est pas un modèle, c'est juste simplement un exemple. Je vis sereinement mes audits de certification, ou presque. L'heure de l'audit de certification approche. La tension commence à monter dans l'organisation. Les pilotes de processus m'interpellent pour préparer cette échéance. Ils veulent que leur copie soit présentable et fasse bonne impression lors de cette évaluation réalisée par une tierce personne. Ce rituel est bien connu de nombreuses entreprises certifiées. On attend l'audit de certification pour se remettre au propre. On fait le ménage, l'opération 5S peut débuter. On se remémore les audits précédents pour regarder l'avancement des travaux. Les troupes se mobilisent, les indicateurs se compilent, les revues de processus s'accélèrent. Il faut que tout soit prêt pour que la copie soit présentable le jour J. Cette agitation avant l'audit de certification témoigne d'une absence d'intégration de certaines exigences des normes de système de management dans les pratiques opérationnelles. Ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent année après année. Cet indicateur de performance permet d'évaluer assez facilement la maturité d'un système de management. Plus le ménage est important à faire, plus l'intégration de l'organisation est faite. Face à cette situation, tout responsable QSE doit combattre cette fatalité. Il doit trouver des solutions simples, efficaces et pragmatiques pour répondre aux exigences des normes, tout en facilitant leur déploiement dans l'organisation. Cette approche nécessite de faire preuve de courage et d'énergie pour sortir du cadre qui a été instauré. Un tel changement n'est pas une opération de tout repos. Il faut tout d'abord arriver à convaincre en interne et rassurer sur le fait que cette nouvelle organisation reste conforme à la norme. Ensuite, il doit se positionner face à l'auditeur externe pour présenter cette nouvelle organisation et attendre le verdict final. Depuis plusieurs années, je constate que la crainte de l'auditeur externe mobilise une énergie folle dans les organisations. On pense trop auditeur externe au détriment des autres parties prenantes d'un système de management de la qualité, un peu comme si c'était l'unique client. Alors, en cette période estivale, c'est une excellente opportunité pour repenser et revisiter les couloirs d'étranglement de son système de management, pour lisser le pilotage et passer en mode d'intégration totale. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour dire qu'en 3 minutes, on fait passer un certain nombre de messages. Je l'avais fait au micro, il m'aurait fallu plus de temps. Le point important, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un master en communication. Tout le monde est capable de faire ça. Il faut très peu de temps. C'est sur le net. C'est vraiment à des prix plus qu'accessibles. Donc aujourd'hui, après, je pense que les seuls freins qui peuvent exister sur ce type d'approche, ce sont des freins personnels, plus sur la peur sur la capacité et car aujourd'hui, vraiment, tout ça est accessible. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Merci.